Assalamu alaikum tout le monde. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Ficelle TV, votre chaîne YouTube. Mais c'est également un plaisir de retrouver notre professeur Moussa Segba, professeur de lettres modernes au niveau du lycée Ficelle Mbadan. Hier, on a eu à aborder le 6e siècle avec l'humanisme, le 17e avec le classicisme. Aujourd'hui, on va parler du 18e et du 19e siècle, et surtout avec la philosophie des Lumières. C'est ça, non? Bonsoir, M. Ba. Bonsoir, donc encore une fois, c'est un réel plaisir de retrouver nos internautes sur Ficelle TV. Donc depuis quelque temps qu'ils nous suivent, donc nous vous disons merci et bon courage pour la suite. Donc le meilleur reste à venir. Donc aujourd'hui, donc nous allons vous donner tout ce qui s'est passé donc sur le plan littéraire au XVIIIe siècle, communément appelé le siècle des Lumières, et ou le rationalisme, hein, et le 19e siècle aussi, qui est aussi le grand siècle quand on parle de littérature française. Donc c'est le grand siècle et nous allons voir que donc au début en France il y avait un foisonnement des idées, mais après à la fin aussi de ce siècle-là va naître de l'autre côté une littérature qu'on a appelée la littérature négro-africaine. Donc nous allons venir en ça, donc faire une sorte de synthèse et vous dire peut-être quelles sont les questions qui peuvent revenir sur les sujets de dissertation qu'on peut vous donner éventuellement. Donc voilà pour ce soir donc ce que nous allons faire et voilà. Donc les questions seront les bienvenues. Merci, M. Ba. D'emblée, je vous demanderai de s'abonner et d'activer sur la cloche de notification, comme ça si une vidéo est mise en ligne, vous serez automatiquement au courant. Le 12e siècle. Le siècle des Lumières. Pourquoi le siècle des Lumières? Donc, pourquoi le siècle des Lumières? C'est très simple. Donc, c'est un siècle qui regroupe en fait des penseurs qui avaient l'attitude des philosophes. Et donc, en France, donc, on a connu, on appelle communément le XVIIIe siècle, le rationalisme qui met en avant, bien en évidence la raison. Et puisque la raison était l'apanage des philosophes depuis l'Antiquité gréco-latine, donc voici qu'au XVIIIe siècle, on retrouve des penseurs qu'on va appeler philosophes. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis en avant leur raison qu'ils vont exploiter de façon méthodique, mais au service du bien public et aux dépens des préjugés. C'est pourquoi on les a appelés les philosophes, donc avec la philosophie des Lumières ou le rationalisme. Maintenant, arrêtons-nous un peu sur le mot philosophie. Donc nous tous nous savons que la philosophie, c'est l'amour de la sagesse, comme son étymologie nous le dit. Maintenant, donc c'est des penseurs qui, au XVIIIe siècle, quand ils sont venus, ils ont voulu critiquer ce qu'on appelle les préjugés que les gens avaient jusque-là. Donc telle est l'attitude donc des philosophes. Et donc ce qui fait que donc ils auront donc à critiquer la monarchie qui était sur place, de critiquer ce qu'on appelle les modes de croyance, ce qu'on appelle le fanatisme religieux, mais aussi ils vont critiquer ce qu'on appelle les superstitions, les préjugés. Maintenant, d'où ce fameux courant avec des penseurs tels que Jean-Jacques Rousseau, Denis Diderot et Voltaire. Donc ce sont ces gens-là qui vont donner à ce courant-là donc ces lettres de noblesse. Et préciser par rapport à quoi exactement? Donc jusque-là, donc, puisque nous sortons des années où l'Église était considérée comme étant le temple de vérité. Et puisque maintenant l'être humain devait être une personne qui devait se servir de sa vérité et non de la vérité et qui émane de l'Église, donc il fallait lutter contre les préjugés jusque-là. Donc je donne un exemple très simple. Donc au XVIIIe siècle, avec la monarchie de l'époque, les gens n'avaient pas l'engagement de prendre leurs responsabilités sur les actes. C'est pourquoi donc Emmanuel Kant, ce philosophe allemand, disait que un homme de lumière, c'est qui? C'est quelqu'un qui prend ses responsabilités, qui utilise son propre entendement pour se mettre devant ses actes et non fuir derrière l'Église, ou bien fuir derrière ces doctrines-là pour expliquer leur foi. Donc voici que donc, ce courant-là va connaître des penseurs qui vont réfléchir sur le monde, qui vont remettre en question l'ordre préétabli jusque-là, et ces remises en question auront un impact sur la vie littéraire, donc sur le plan social et sur le plan politique. Voilà. Oui, effectivement, donc quel rôle le rationalisme a joué sur le plan social d'abord et ensuite sur le plan politique? Voilà, donc sur le plan social, le rationalisme a permis à ces gens-là, à la société, de jusque-là, les croyances qu'ils avaient
sur l'Église, les croyances religieuses, le fanatisme qui y avait là, de remettre ça en question au service de quoi? Au service d'une vérité qu'il fallait chercher. Et c'est quoi cette vérité-là? Il fallait que l'homme se serve de son entendement pour ne pas fuir derrière la religion, pour expliquer ses actes. Donc c'est pourquoi donc, ils vont ensemble se focaliser sur un récit qu'on appelle l'encyclopédie. Donc l'encyclopédie a été le manifeste de ce courant-là. C'est le manifeste, car beaucoup de penseurs, qu'ils soient philosophes, qu'ils soient écrivains, poètes, beaucoup de mathématiciens, scientifiques vont regrouper leurs pensées dans cette œuvre monumentale qu'on a appelée l'encyclopédie. Et l'encyclopédie, le rédacteur, c'était Denis Diderot, et l'encyclopédie va servir d'œuvre fondamentale pour la lecture des gens, et ce livre a participé quand même à une révolution sur le plan mental. Donc c'est pourquoi donc les Français au XVIIIe siècle se sont rendus compte de leurs erreurs, de leurs préjugés d'avant, mais aussi de la croyance surtout divine qui reposait sur quoi? Sur l'Église comme étant l'intermédiaire entre le fidèle et Dieu. Donc c'était une façon de remettre en question les préjugés. Donc, et si on revoit bien, telle est l'attitude du philosophe. Donc on dit que est philosophe, c'est lui qui met sa raison de façon critique et méthodique, mais au service du bien public, mais aux dépens des préjugés. Donc c'est ça la définition qu'on donne du philosophe. Maintenant, ces pensées étaient admirées comme des philosophes, mais sur le plan social, ils ont réussi à révolutionner la mentalité des gens et à montrer la vraie réalité des choses en se disant que tout homme qui veut être un homme de lumière ne doit plus se servir de l'Église comme intermédiaire, ni se servir d'autrui pour expliquer ses actions. Donc tout homme qui veut être un homme de lumière doit prendre ses responsabilités et les assumer et ne pas fuir ses responsabilités. Mais qui étaient les principaux acteurs de la philosophie des Lumières? Donc il y a d'abord Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau a écrit les Confessions. Les Confessions. Donc Jean-Jacques Rousseau, mais il y a aussi Voltaire. Voltaire a écrit Candide. Candide ou l'optimisme. Donc il fallait être optimiste à l'époque. Donc Candide était un personnage qui était voué à l'action pour expliquer son existence. Maintenant, en cours de route, il rencontre un philosophe qui s'appelle Pangloss, et Pangloss lui a expliqué un peu comment doit-il percevoir le monde, quel est le sens qu'il doit donner à sa vie. Mais aussi, il y a ce qu'on appelle l'autre Denis Diderot, qui est le rédacteur de l'encyclopédie. Donc, sur le plan social, la littérature va participer à ce qu'on appelle une nouvelle approche de la divinité, mais aussi à une nouvelle approche de comment les gens pensaient jusque-là, et je pense qu'il a réussi. Et maintenant, sur le plan politique, c'est l'autre plan, donc le rationalisme a participé à ce qu'on appelle à la Révolution française. Est-ce que vous savez que la France est devenue république le 14 juillet 1789? Et chaque 14 juillet, ils célèbrent leur indépendance. Donc la France qui était une monarchie, maintenant au XVIIIe siècle, avec les pensées des philosophes qui ont remis en question tout, maintenant voici que la France va devenir république. Et c'est là où on a eu la Déclaration universelle des droits et du citoyen. Donc c'est là-bas que ça a commencé en France. Donc voici que donc, un peuple qui longtemps était spolié, un peuple qui longtemps était dans la dictature, maintenant se voit libre. Et celui qui doit diriger maintenant la France n'est plus un roi qui doit être là se passer le témoin de famille, de fils à père, etc. Maintenant, celui qui doit diriger l'État devait être élu au suffrage universel par les citoyens. Donc la France est devenue république. Sur le plan politique, donc, on peut dire que donc, le rationalisme est à l'origine de la Révolution française de 1789. J'ai comme l'impression que d'habitude les pensées diffèrent d'un courant à un autre. Oui. Pourquoi? Ça dépend du contexte. Je vous ai dit que la littérature, c'est un moyen, c'est une activité, mais aussi qui prend en compte les réalités sociales. Donc chaque époque avec ce qui se passe, chaque époque avec les écrivains qui y sont, et chaque époque aussi avec ses réalités. Donc raison pour laquelle la littérature, je l'ai dit tout à l'heure, ne bégaye pas l'existence. Elle l'invente, elle la provoque, et même pose même des questions qui dépassent l'existence. Donc c'est pourquoi donc chaque époque a ses réalités, chaque époque aussi a ses événements. Donc si vous regardez bien, on quitte le XVIIe siècle avec une question de tout ce qui est classique dans les règles d'écriture, etc. Mais voici qu'au XIXe siècle, donc ces penseurs qui sont venus, ils ont voulu mettre fin au despotisme. Le despotisme, c'est la dictature. Parce que la France, jusque-là, était dirigée par des rois, par la monarchie absolue, qui était tout à l'église partout. Maintenant,
la philosophie des Lumières, donc le rationalisme, a participé à la Révolution française. Et maintenant, pour les apprenants, ce qu'il faut retenir, c'est que le XVIIIe siècle est un siècle où les philosophes, ces penseurs-là avaient l'attitude des philosophes parce qu'ils ont mis en avant leur raison. Raison pour laquelle on les a appelés les penseurs philosophes, d'où la philosophie des Lumières. Et un être de lumière, je l'ai dit, c'est comme disait Emmanuel Kant, c'est quand l'homme refuse de sortir de sa minorité. Et il entend par minorité quand l'homme refuse de se servir de son propre entendement pour faire ses actes, pour prendre ses responsabilités. Donc il dit que celui-là qui refuse de sortir de sa minorité est considéré comme un être de mauvaise foi. Donc voici ce que Emmanuel Kant donne. Donc retenez que donc, la France va devenir république. Et maintenant, au XIXe siècle, nous allons, la Révolution française va révolutionner la littérature. On va connaître un nouveau... Donc la littérature va connaître un autre tournant. Donc voici que le XIXe siècle est considéré comme le grand siècle en France, avec la Révolution française qui va venir. Donc raison pour laquelle, donc ce siècle-là, je vous dis, chers apprenants, c'est le siècle qu'il faut retenir le plus, parce que c'est le siècle où on a commencé à parler effectivement de courant littéraire. La transition est déjà faite, donc vous venez de parler du 19e siècle. C'est un grand siècle, me paraît-il. Donc c'est le grand siècle du roman. Et puis on l'a le grand siècle, mais le siècle du roman. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de productions romanesques, parce que chaque courant, chaque genre, quand même, a connu une époque où il s'est développé. Par exemple, si on dit l'âge d'or du théâtre, c'est le XVIIe siècle. Si on dit le siècle du roman, c'est le XIXe siècle. Mais la poésie, j'ai l'habitude de dire aux élèves, la poésie a transcendé les siècles. On le retrouve au XVIe, au XVIIe, au XVIIIe, au XXe et au XXe siècle. Donc le XIXe siècle est appelé le siècle du roman. Pourquoi? Parce que déjà le roman va connaître ce qu'on appelle une ascension fulgurante jusque-là jamais égalée. Maintenant, les écrivains qui vont arriver vont se succéder à travers des courants. Et chaque courant, c'est ça qui fait la beauté de ce siècle-là. Chaque courant qui naît va être en réaction avec celui qui va précéder. Donc nous avons d'abord le premier courant qu'on a appelé le romantisme. Je vous donne l'ordre d'arrivée, après on va prendre courant par courant. Le romantisme, le réalisme, le naturalisme, le parnasse et le symbolisme. Voilà. Donc voici les courants. Maintenant, quel était le chef de file du romantisme? Donc le romantisme a commencé par ce qu'on va appeler un art tourné vers l'exaltation des sentiments. Parce que les romantiques sont venus et vont explorer deux genres en particulier, la poésie et le théâtre. Ils ont trouvé des règles d'écriture sur la poésie. Ils ont trouvé une littérature déjà faite au XVIe et XVIIe siècle qu'on a appelée la littérature classique. Donc c'était les règles classiques. Par exemple, un poète qui écrivait un poème, on lui contraint d'écrire des vers alexandrins, c'est-à-dire des vers de 12 syllabes, mais aussi la contrainte était aussi d'écrire avec des formes qui étaient imposées par les écrivains. Maintenant, voici que Hugo va arriver et va proposer à ce qu'on libère le poète de ces règles-là. Parce qu'il se dit que donc si le poète est contraint par des règles, mais il peut pas, il n'est pas libre dans sa création et par conséquent, il n'est pas libre dans sa fête, en fait pour créer. Donc ils vont tout au début donc retenez que donc le romantisme c'est quoi? C'est un courant orienté vers ce qu'on appelle un art imaginaire. Et cet art imaginaire-là est centré autour de quoi? De ce qu'on appelle un art de l'imaginaire voué par ces poètes-là. Donc comme toile de fond, le lyrisme des sentiments. Donc Hugo peut-il être considéré comme le chef de file du romantisme? Oui, Hugo est considéré comme le chef de file du romantisme. Pourquoi? Parce qu'au début, il n'était pas en fait le chef de file. Mais Hugo, l'histoire lui a donné raison. Parce qu'au début, il avait lutté pour la justice avec Napoléon qui arrive au pouvoir. Napoléon arrive au pouvoir et veut instaurer des années plus tard à la dictature. Maintenant, c'est ce que Hugo, pour s'être opposé à ça, va être exilé. Donc Hugo va sortir de la France. Et Hugo, sortant de la France, maintenant, va revenir pour être maintenant un idole, mais aussi un politicien, un sénateur. Et après, il était devenu l'homme célèbre par excellence. Donc, voici, merci beaucoup. Donc, voici donc que ce courant-là va ouvrir le 19e siècle. Et c'est ce qui intéresse les élèves pour le romantisme, c'est quoi? Il faut retenir que donc, quand on vous donne un thème sur le lyrisme des sentiments, l'exaltation des sentiments, il faut prendre l'exemple
des romantiques. Maintenant, comme qui, par exemple, et dans quel texte? Hugo, par exemple, dans les Contemplations, Alphonse de Lamartine dans les Méditations poétiques, Alfred de Musset aussi dans ce qu'on appelle les Caprices de Marianne. N'est-ce pas? Donc, voici donc quelques romanciers, quelques poètes, quelques écrivains du romantisme, donc, qui vont donner à ce courant-là ses lettres de noblesse. Maintenant, pourquoi à un moment donné on a parlé d'engagement pour ce siècle-là? Je fais la synthèse, sinon on n'aura pas le temps de tout développer. Pourquoi à un moment donné on a parlé de quoi? D'engagement. C'est très simple. Au début, c'était un courant qui était orienté vers l'exaltation des sentiments. C'est pourquoi Lamartine, quand il écrivait les méditations poétiques, il avait dit, en écrivant les méditations poétiques, moi, Lamartine, je ne faisais pas un art. Je ne faisais pas de la littérature. On lui dit, mais pourquoi? Il dit, mais je me soulageais en tant qu'être humain. Donc, vous voyez que donc, ces écrivains-là, ils ont pris la littérature comme étant un moyen pour extérioriser leurs sentiments. Est-ce que vous voyez? Ce qu'on appelle l'exaltation du moi. C'est ça, c'est l'exaltation du moi. Donc, c'est le moi, c'est ce que tu as vécu toi en tant qu'être humain, tes expériences. Maintenant, que ça soit heureux, ou bien des expériences heureuses ou des expériences douloureuses, tu les transposes dans ton texte. Et quand tu le fais, donc ce type de littérature est appelé littérature de l'exaltation des sentiments. Donc la fonction serait la fonction lyrique. Les élèves, on a l'habitude de le répéter. Mais à un moment donné, on s'est rendu compte que ces écrivains ont changé d'écriture. Pourquoi? Parce que c'est dû à un contexte politique. Napoléon avec Napoléon III. Napoléon a été élu président. Et 3 ans après, vers les années 1851, il se lève et il s'autoproclame roi de France. Hugo lui dit, mais attends, tu ne peux pas être le roi de France. Tu ne peux pas ramener la monarchie en France. Et maintenant, pour s'être opposé à ça, Hugo va être exilé. Exilé en Grande-Bretagne. Et c'est là que Hugo va sortir de la France. Maintenant, il avait 2 problèmes. Sa fille vient de mourir en 1843 avec une mort vraiment tragique. Avec son mari, donc Léopoldine, sa fille Léopoldine, est morte tragiquement sur la scène avec son mari, après 6 mois de mariage. Maintenant, Hugo avait commencé un livre qui va devenir les Contemplations. Mais il commence à rédiger, sa fille meurt et il arrête d'écrire. Donc, c'est pourquoi dans la préface, quand il disait que ce livre-là s'est fait en lui, il dit que ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Je ne l'ai pas écrit. C'est Dieu qui me dictait sa volonté et moi, en tant qu'écrivain, j'écrivais. Parce que va, me dit l'esprit et je vais. J'étais comme une paille que le vent pousse. Va, me disait l'esprit et je vais. Donc c'est pourquoi donc, on a senti toute cette amertume-là chez le poète. Parce qu'il avait commencé un livre et ce livre a été interrompu par la mort tragique de sa fille Léopoldine. Et après, il arrête d'écrire. 3 ans après, il reprend ses écrits vers les années 1846. Et le premier texte qu'il a écrit, c'est un texte phare que j'ai l'habitude de dire aux élèves, pour montrer l'amertume que le poète vivait, parce qu'il a dit, il a intitulé le titre 3. L'amertume par rapport à qui? Par rapport à sa vécu, par rapport à Napoléon? Non, c'est par rapport à la perte de sa fille. Il a perdu sa fille tragiquement, bon, parce que aussi il a été trahi par sa femme. L'autre fille, la petite fille la petite sœur de Léopoldine était une malade mentale. Donc il n'y avait que Léopoldine à qui il avait espoir de voir un jour son petit-fils. Est-ce que vous voyez? Parce que aussi l'enfant, ton fils, c'est bien, c'est beau, mais le petit-fils est plus beau pour un grand-père. Donc il avait envie de voir sa fille un jour tomber enceinte et lui donner une petite fille ou un petit-fils. Maintenant, ce qui veut dire quoi? Donc, ce qui veut dire que donc il va reprendre à écrire, mais après, malheureusement pour lui, Napoléon va l'exiler et il sort de la France et il était obligé à un moment donné de donner un texte. C'est là qu'il va travailler sur un recueil de poèmes, rien que pour Napoléon, qu'il va sortir intitulé Les Châtiments. Et Les Châtiments vont être publiés en 1853. Voilà, donc Hugo, en étant en exil, avait 2 problèmes. Donc son premier souci, c'était de lutter avec Napoléon, qu'il a excommunié, qu'il a exilé de France, parce qu'à cause de sa dictature. Mais aussi, il avait le projet de terminer ce livre qu'il avait commencé, interrompu par la mort de sa fille, de façon tragique. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? En 1853, il donne d'abord un recueil de poèmes sous le nom des Châtiments. Et dans les Châtiments, on a ce célèbre poème intitulé Éloge et blâme, où il dit à Napoléon, tu es venu grand en étant un empereur, un homme respecté, mais tu vas sortir dans l'histoire par la petite porte. Donc ce texte-là a été
est connu de tous. Donc c'est là où il dit à Napoléon, tu es un petit, tu es petit, petit devant l'histoire. Est-ce que vous voyez? Donc, et en 1856, 3 ans après, il donne les contemplations. Donc, si on revoit donc, pour ce courant-là, ce qu'il faut retenir, c'est qu'au début, ils ont exalté leurs sentiments. Donc, ils ont tout fait pour faire de leur littérature une littérature de l'exaltation des sentiments. Musset, quand il disait frappez-vous le cœur, c'est là qu'est le génie. Lamartine va dire que je ne faisais pas un art, je me soulageais en tant qu'être humain. Et Hugo va donner sa réponse dans la préface des contemplations en disant on reproche aux écrivains qui disent je. On leur dit parlez-nous de nous au lieu de nous parler de vous. Hugo leur dit que eux ils ne savent pas que moi Hugo, quand je dis je dis nous en même temps. Je dis mais comment je peux dire je et dire nous en même temps parce qu'il dit que nul de nous n'a l'honneur d'avoir une vie qui lui soit à lui. Il dit que nous tous en tant qu'êtres humains, notre histoire se résume sur ces deux mots-là, le berceau et le tombeau. Quand on naît, le berceau nous accueille. Quand on meurt, le tombeau nous accueille. Donc il dit que voici l'histoire de tous. Notre vie commence par la foule. Quand on est, la foule est là. On baptise, les gens sont là. Mais il dit quand on meurt, on nous enterre seuls sur notre tombe. Donc voici l'histoire de tous. La foule, ça commence par foule et se termine par la solitude. Donc il dit que donc, puisque nous partageons la même destinée, donc il dit que quand je dis je dis nous en même temps. C'est là-bas qu'il va dire cette fameuse citation que les apprenants aussi connaissent. Quand je vous parle de moi, je vous parle de vous. Comment ne le sentez-vous pas? Ah, insensé qui croit que je ne suis pas toi. Donc Hugo va jeter alors les premiers jalons de ce qui va être l'exaltation des sentiments chez ces écrivains. Mais il faut retenir donc qu'à la fin, ils sont devenus des êtres engagés politiquement pour fustiger ce qu'on appelle l'attitude de Napoléon. Et c'est là que Hugo va dire, moi, de l'art pour l'art maintenant, moi, Hugo, je préfère l'art pour l'humanité. Je sais que les internautes, les apprenants... Le rythme personnel. Oui. Est-ce qu'il va de pair avec l'engagement? Ça dépend du contexte. C'est ça que je dis. Au début, ils se sont dit que nous allons faire de notre poésie une poésie de l'exaltation des sentiments. Mais le contexte était tel qu'il fallait s'engager. Parce que Napoléon, élu président, se lève un bon jour et il s'autoproclame roi. Et il fait un coup d'État et il prend tous les pouvoirs. Maintenant, il fallait réagir. Et Hugo dit que, donc, de l'art pour l'art maintenant, moi, Hugo, je préfère l'art pour l'humanité. Il dit que maintenant l'art n'est plus un ornement, mais un instrument de lutte. C'est là qu'il va dire, ah, esprit, soyez utile. Servez à quelque chose. Ne faites pas le dégoût quand il s'agit d'être bon et efficace. Je sais que les élèves, ils aiment les citations quelquefois. Donc c'est pourquoi je leur en donne. Donc, je vais vous en donner, ne vous inquiétez pas, restez scotchés. Donc quand il dit, ah, esprit, soyez utile, ne faites pas le dégoût, servez à quelque chose, ne faites pas le dégoût quand il s'agit d'être bon et efficace. Donc il voulait inviter à tous ces penseurs-là de parler de ce contexte-là et il va sortir les châtiments. Donc j'ai l'habitude de dire à mes élèves que les contemplations, c'est dans le contexte de l'exaltation des sentiments, de la douleur du poète, même si c'est pessimiste, mais c'est une exaltation des sentiments. Alors que les châtiments s'inscrivent dans une logique de dénonciation de quoi? De la politique de Napoléon qui était la dictature. Résumé sur le romantisme. Le romantisme, donc, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est le premier courant qui arrive et qui va remettre en question ce qu'on appelle notamment la poésie. Parce que c'est un courant qui vient et qui trouve des règles déjà établies pour la poésie. Et Hugo va commencer par dire nous allons briser l'Alexandrin. Donc quand ils vont briser l'Alexandrin, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que donc, le poète ne doit pas être contraint à écrire d'où son idée avant la fin du césure. Donc ils vont dire que tout poète doit être libre dans sa création. Et c'est là que Musset va dire si la littérature était de la politique, le romantisme serait le libéralisme. Si la littérature était de la politique, le romantisme, c'est le libéralisme. Ça veut dire que donc, c'est eux qui vont donner la liberté du poète dans l'art. Donc, ce courant commence par ce qu'on appelle l'exaltation des sentiments et va se terminer par ce qu'on appelle un courant qui s'engage sur les problèmes politiques, notamment avec Napoléon III. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le romantisme a présenté ce qu'on appelle une littérature de soi, mais à la fin, une littérature engagée qu'on appelle le romantisme social. Voilà. Et après le romantisme, s'ensuit le réalisme. Le réalisme. Donc voici des romanciers qui sont venus critiquer d'abord les romantiques. Oui. Parce qu'ils se disent que... Il y a toujours oui. Donc c'est contradiction. Et c'est ça qui fait développer les choses, les idées. Donc ils sont venus, ils ont trouvé que des écrivains étaient là, mais c'était des poètes déjà.
Ils ont exploré la poésie, ils ont exploré le théâtre, j'en parle pas parce que aussi le théâtre, les romantistes ont créé un genre théâtral qu'on appelle le drame, mais puisque le théâtre n'est pas dans le programme cette année, j'ai fait fi de ça, j'ai parlé de la poésie pour passer au réalisme. Donc, c'était des romanciers qui étaient influencés par le positivisme. Le positivisme, c'est quoi? C'était une doctrine philosophique créée par Auguste Comte et qui prônait quoi? Que tout écrivain ne doit plus s'évader, mais il doit redescendre sur terre et se préoccuper des faits. Donc c'est pourquoi eux, ils ne vont pas faire de l'art imaginaire, du rêve, ils vont se préoccuper du réel. C'est pourquoi donc dans leurs textes, dans leurs romans, on va retrouver des romans qui vont s'inspirer de la société. Donc c'est pourquoi on les a appelés les romanciers réalistes. Et parmi ces romanciers réalistes, on peut citer Gustave Flaubert, qui est l'auteur de Madame Bovary. On peut citer Stendhal, l'auteur du Rouge et du Noir. On peut citer Balzac, l'auteur du Père Goriot. On peut citer aussi l'éducation sentimentale de Flaubert. Donc il y a beaucoup de romanciers qui se sont engagés dans cette mission-là, qui était de transcrire fidèlement la réalité dans le texte. Maintenant, ils ont eu un problème. Est-ce qu'un roman peut transcrire fidèlement la réalité? Et ça, c'était un problème. Mais au début, ils ont tout fait pour être objectifs parce qu'ils ont critiqué les romantiques d'être des écrivains qui ont parlé d'eux-mêmes et qui étaient des gens qui n'étaient pas inspirés. Parce qu'ils se disent qu'un écrivain qui parle de lui est un écrivain qui n'est pas inspiré. Donc, mieux vaut ne pas faire la subjectivité de l'art, mais dans l'art, il faut être objectif. C'est pourquoi, donc, au début, ils vont tout faire pour être objectifs. Et l'objectivité, c'est quand l'écrivain prend son livre et essaie de tout faire pour que ce livre transparaisse dans la réalité. Et c'est ce qui fait que, donc, quelquefois, on a parlé de ces romanciers qui ont fait du roman réaliste. Quel penseur a plus marqué ce courant? Oui. Donc, ils étaient un nombre de 3. D'abord, il y a Flaubert. Flaubert, il publie Madame Bovary. Et il dit, dans ce livre, j'éprouve une répulsion invincible à y mettre quelque chose de moi. Parce qu'ils ont voulu fuir la littérature du moi qui était là avec les romantiques. Est-ce que vous comprenez? Puisqu'ils ont jeté des pierres à ces gens-là en leur disant qu'il ne fallait pas parler de vous, il fallait parler de la société, il a dit que dans ce livre-là, il n'y a rien qui émane de moi, j'ai tout laissé à la réalité. Maintenant, Stendhal sort Le Rouge et le Noir et dit, il n'y a que dans le roman que l'on peut atteindre le vrai. Car le roman est un miroir que l'on promène le long d'un chemin. Est-ce que vous voyez? Donc il dit que donc, il n'y a que dans le roman que l'écrivain peut s'approcher de la vérité. Maintenant, est-ce qu'un roman peut faire vrai? Ça, c'est une question que nous allons voir. Est-ce que les romanciers réalistes, en voulant être objectifs, ils l'ont été? Et c'est ça la question où les élèves peuvent avoir un sujet sur ça. C'est-à-dire le roman entre réalité et fiction. Est-ce que le roman est un produit du réel? Ou bien est-ce un produit de la fiction? C'est un premier thème qui peut venir chez les apprenants au bac. On peut vous donner cette question-là de savoir le roman entre réalité et fiction. Maintenant, il faudrait dire que, mais bien sûr que le romancier, en voulant s'inspirer du réel, a tout fait pour que son œuvre soit réelle. Est-ce que vous voyez? Donc l'histoire racontée nous vient de la société. Par exemple, Madame Bovary, c'est une histoire inspirée de la société française, de comment les femmes bourgeoises vivaient en France. Je l'ai dit la fois passée quand on étudiait la littérature. J'ai dit que Flaubert a vécu avec un monsieur dont la femme était infidèle et ce monsieur-là a fini par être l'un des aides-médecins de son père parce que son père était chirurgien. Il a grandi dans ce milieu-là, il a vu ce qu'il a vu et il grandit, il devient un auteur réaliste et il a voulu maintenant reprendre ça par souci de vérité, par souci d'objectivité. C'est pourquoi il a dit que dans ce livre-là, tout ce que je vous ai montré, c'est la réalité. Maintenant, après, on va voir, est-ce qu'ils sont arrivés à faire une œuvre véridique, une œuvre vraie? Parce qu'être objectif, c'est être vrai, c'est faire vrai. Au point que personne ne peut dire que ce roman-là est subjectif ou pas. Maintenant, Balzac, lui... Honoré de Balzac. Oui, donc il va dire, donc c'est le troisième, il va dire que, mais... Oui, je suis d'accord, Flaubert, quand vous dites que l'écrivain doit s'effacer de son livre pour que son œuvre soit vraie. Oui, Stendhal, je suis d'accord quand vous dites que psychologiquement, le roman doit être un miroir de la société. Oui, mais il dit que donc, pour que le roman soit objectif aussi, il faut que l'histoire qui est racontée relève de la société. Et il conclut par dire que le romancier doit être l'historien du présent. Pas du passé, parce que l'historien, c'est celui qui raconte les événements du passé. Mais il dit que le romancier ne doit pas raconter le passé, mais il doit raconter ce qui se passe dans la société. Maintenant, il y a une très grande question sur est-ce que le roman peut faire vrai, oui ou non? Ça, c'est une question qu'on peut poser aux élèves au bac. C'est la fiction.
Maintenant, la fiction, c'est une part dans le roman. Parce que le roman est défini comme étant une œuvre de fiction écrite en prose. Une œuvre de fiction écrite en prose. Donc vous voyez que donc, la part de fiction est inhérente dans le roman. On ne peut pas enlever la fiction dans un roman. Parce que sa définition nous dit que c'est une œuvre de fiction écrite en prose qui raconte l'aventure et l'évolution d'un ou de plusieurs personnages. Donc la définition donc, est claire. Donc la fiction est une part dans le roman. Maintenant, si le romancier, en s'inspirant du réel, il mêle le réel et la fiction, est-ce que son œuvre peut être vraie? C'est ça la question. La réponse c'est quoi? Maintenant, lui, Aragon va leur dire que le problème de la vérité dans le roman a toujours été un débat. Mais lui, il dit que donc, moi, en tout cas, ce que je sais, c'est qu'un grand romancier doit être d'abord un grand menteur. Oui, parce qu'il dit que l'histoire racontée n'est pas vraie. Si je veux, moi, en tant que romancier, parler d'une histoire qui s'est passée ici à Fissel, vous pensez que je vais reprendre le nom de Fissel? Non, je vais changer le nom. Si je veux parler d'une personne, je peux garder ses traits physiques et moraux et changer les noms. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est ça. Et en changeant, qu'est-ce qu'on fait? On change les choses. On déforme l'histoire. Et en déformant l'histoire, on ne peut pas aspirer à faire une œuvre de vérité. Est-ce que vous voyez? Donc, les romanciers aussi, ils étaient obligés à un moment donné de ne pas jouer à ce jeu-là. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc, ils vont tout faire pour le... Donc, retenez que donc, il y a une part de fiction dans le roman et le romancier s'inspire du réel. Maintenant, lui, Aragon nous dit que donc l'art du roman est de savoir mentir. Maintenant, Guy de Maupassant, c'est un autre romancier. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'en fait, le romancier, en voulant faire vrai, il ne donne que son illusion. On lui dit pourquoi? Parce qu'il dit que toute œuvre que vous prenez porte d'abord la marque de son créateur. Toi, par exemple, si tu lis un livre et que ça sonne bien dans ta tête, les pages sont bonnes, le français est beau, le roman le doit à qui? Est-ce que le roman le doit à la vie ou à l'auteur? Mais c'est l'auteur, parce que c'est son talent. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? Donc il dit que donc, toute œuvre est partielle aussi. Pourquoi? Parce qu'il dit que un roman ne peut pas prendre toute la réalité en même temps. Est-ce que vous voyez? Est-ce qu'un romancier peut dire que oui, je vais prendre toute la réalité et le transposer dans un roman? Mais non. Maupassant leur dit que mais toutes les banalités d'une vie ne peuvent pas figurer dans un seul roman. Il faut que l'écrivain choisisse une partie qu'il nous montre et les autres parties de la réalité, il le laisse de côté. Et qui choisit, élimine. Et les éléments que tu as éliminés ne font pas partie de la réalité. Donc, le roman, les romanciers, au début, ils ont voulu faire vrai. Ils ont tout fait pour être objectifs. Les réalistes. Les réalistes. Flaubert a sorti Madame Bovary et a dit qu'il a cultivé la neutralité par rapport au livre. Ça, c'était par souci de vérité. Stendhal sort et dit qu'il n'y a que dans le roman que l'on peut atteindre le vrai. Est-ce que vous voyez? Balzac nous dit que l'histoire qui doit être racontée doit être une question sociale. C'est-à-dire que ça doit se passer dans la société et toi, tu le racontes. Mais malheureusement, en voulant faire une objectivité dans le roman, mais cette objectivité s'avère vaine. S'avère vaine, ça veut dire quoi? Ne pouvait pas être possible. Et même maintenant, il y avait d'autres romanciers qui sont, puisque le réel ne peut pas faire office de vérité, ils sont allés raconter leur vie. Par souci de vérité, ils ont dit que maintenant, puisque le réel ne peut pas rendre compte fidèlement de la vérité, nous, on va raconter nos vies dans nos romans, peut-être que maintenant, ça va être vrai. Maintenant aujourd'hui, je vais te poser une question. Penses-tu qu'un romancier, en racontant sa vie dans son livre, il fait vrai? Sa propre vie dans le livre? Personnellement, non. 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 Parce que même si tu racontes ta vie, tu ne peux pas tout dire. Cela va donner naissance à un nouveau courant ou pas? Un nouveau type de roman, qu'on appelle le roman autobiographique. Pas un nouveau type de roman, de courant, mais un nouveau type de roman qu'on appelle le roman autobiographique. Maintenant, puisque le réel échoue à rendre compte fidèle de la réalité, maintenant, ils vont essayer de parler de leur vie dans le roman. Maintenant, il y a un problème. Quand tu veux raconter ta vie dans le roman, est-ce que tu vas tout dire? Tu ne peux pas tout dire. Pourquoi? Parce que le romancier qui raconte ne nous montre que les parties où il a été glorieux. Il a été fort, il a gagné. Par exemple, un romancier qui a reçu le prix Nobel de littérature. Il peut l'écrire dans son œuvre. Telle année, j'ai reçu le prix Nobel de littérature. Mais quand il échoue devant une femme, il ne pourra pas le mettre parce que c'est des moments qui sont indignes de lui. Et c'est là que Jean-Jacques Rousseau nous rappelle que le romancier, en voulant nous raconter sa vie, ne nous donne que les parties de sa vie qui sont dignes de lui.
et les autres parties indignes de lui, il les laisse de côté. Donc, puisque maintenant, il raconte le romancier, en racontant sa vie, ne nous donne qu'une partie, il ne nous donne pas tout ce qu'il a vécu. Donc, on ne peut pas dire que le roman autobiographique est vrai. Donc, retenez, donc, chers apprenants, que le réalisme a été un courant tourné vers ce qu'on appelle un courant tourné vers ce qu'on appelle le roman, donc c'était le genre de prédilection. Et ces romanciers, au début, ils ont voulu être objectifs. Et leur objectivité a manqué. Pourquoi? Parce que le réel échoue à rendre compte fidèlement de la vérité. Maintenant, certains se sont retirés pour raconter leur vie. Et là aussi, par souci de vérité, ils ne pouvaient pas accéder à la vérité. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Donc, ils vont essayer après de revoir leur forme. Et c'est là que maintenant, certains vont quitter ce mouvement-là, qu'on appelle le réalisme, et vont créer le naturalisme. Voici ce qui s'est passé. Parce qu'ils se sont dit que le réalisme a échoué. Parce que leur objectif, c'était de rendre compte fidèlement de la réalité. Maintenant, puisqu'ils ont échoué, qu'est-ce qu'ils vont faire? Certains vont se retirer et vont créer le naturalisme. Et ça consiste à faire quoi? Le naturalisme, c'est quoi? C'est une continuité de ce courant-là. Parce qu'ils partagent les mêmes convictions de l'art. C'est-à-dire qu'ils vont reprendre le réel qu'ils vont étudier. Mais les naturalistes, tels qu'avec Émile Zola, Zola était le chef de file, et Émile Zola, les frères Goncourt et les autres, donc ils vont essayer de reprendre le travail des réalistes, mais ils vont approfondir ça et vont être influencés par la science, notamment par les travaux de Claude Bernard. Est-ce que vous voyez? Maintenant, c'est là que Zola va proposer aux romanciers de faire un travail minutieux, une documentation afin d'accéder à l'objectivité. Et je vous donne un exemple. Quand Zola écrivait Germinal, n'oubliez pas, l'œuvre phare du naturalisme, Germinal, quand il écrivait Germinal, il est allé dans les mines au nord de la France, là où les miniers travaillaient sur les montagnes. Il a vécu là-bas des mois et des mois pour voir leurs conditions misérables de vie avant de le transposer dans un roman. Donc, les naturalistes, eux, ils ont cru qu'avant d'écrire, il faut avoir ce qu'on appelle une documentation. Il faut se documenter afin de pouvoir produire une œuvre réaliste. Maintenant, il a convaincu la France avec un roman qu'on appelle L'Assommoir. L'Assommoir, il l'écrit, il le sort et il va partout en France pour montrer que maintenant, le réalisme n'est plus, mais le naturalisme est là avec des objectifs concrets. Maintenant, qu'est-ce qu'il va dire dans L'Assommoir? Donc, il va dire que donc, voici un roman qui sente l'odeur du peuple. Donc, L'Assommoir, c'est le peuple français. Le naturalisme, donc, va être là une continuité du réalisme. Et vers la fin vers la moitié du 19e siècle, donc on va assister à quoi? À un bouleversement dans la littérature. Et je vous ai dit que donc, chaque courant qui naît va être en réaction avec celui qui va précéder. Donc va arriver maintenant des poètes qu'on appelle les poètes parnassiens. C'est eux qui vont venir et critiquer les naturalistes et les réalistes et les romantiques. Pourquoi? Parce que d'abord ils vont dire aux romantiques que la poésie ne doit pas être ce qu'on appelle une exaltation des sentiments. Tout poète qui le ferait est un poète qui n'a pas d'inspiration et qui oublie la fonction première de l'art qui est la beauté. Et pour les réalistes et les naturalistes, ils vont leur reprocher de faire des reportages sur la vie des gens. L'art pour l'art. Donc c'est là qu'ils vont théoriser ces slogans qu'on a appelés l'art pour l'art. Et pour ces écrivains-là, on a pensé à José Maria de Heredia, Théodore de Bonville, le comte de Lille et Théophile Gautier qui est le chef de file. Donc, ce sont ces écrivains-là qui vont affirmer que maintenant, que les poètes ou bien les artistes de façon générale ne doivent miser que sur le beau parce que la poésie et l'art de façon générale n'est pas venu en ce monde-là pour régler les problèmes politiques, sociaux, etc. Donc c'est pourquoi, donc, chers apprenants, il faut faire très attention. Parce qu'il fut un bac où on avait donné la poésie ne doit nullement être assujettie à des convictions religieuses ou politiques, point. Elle est avant tout l'exaltation des pouvoirs du verbe. Et là-bas, il fallait montrer qu'effectivement, que le poète, son travail repose sur la fonction ou bien sur la dimension esthétique. Et donc, il fallait faire recours aux Parnassiens et faire recours à tous ces poètes-là qui ont cru que l'art, de façon générale, doit viser le beau d'abord et
après, dans la deuxième partie, montrer les limites de cette affirmation en montrant que partout dans les sociétés et durant les époques et les courants, beaucoup d'écrivains ont su régler leurs problèmes dans leur société à travers la littérature, donc à travers la poésie. Donc il faut faire très attention sur ce thème-là, notamment la théorie de l'art pour l'art. Maintenant, un ouvrage phare sur le Parnasse. Il y a ce qu'on appelle Émo et Camé. Émo et Camé et de Théophile Gautier. Et c'est là-bas qu'il va théoriser tout. D'abord, il va dire à tout poète parnassien de faire comme le travail d'un artisan. Que fait l'artisan? Mais l'artisan va là-bas pour cueillir le bois comme matière première. Il transforme ça par exemple, cette table a été transformée pour que ça soit une table. Maintenant, il a limé, il a coupé, il a ciselé au point que maintenant, cette forme-là qu'il lui donne, c'est ce qu'il voulait donc à la fin. Donc, pour dire que donc, la finalité d'une œuvre d'art ne doit pas être une utilité, non, mais ça doit être le beau. Parce que cette table-là, avant de servir, a une certaine beauté pour qu'on puisse l'appeler table. Sinon, on l'aurait appelé autre chose. Et c'est là qu'il va dire qu'il n'y a de vraiment beau que ce qui ne peut servir à rien. Théophile Gautier. Tout ce qui est utile a tendance à être laid. Est-ce que vous voyez? Et c'est là qu'il va prendre l'exemple d'une maison. Il dit par exemple, si vous avez une maison et que les endroits que toi tu crois utiles, ce sont les endroits les plus laids en réalité. Et l'endroit le moins utile est l'endroit le plus beau. Est-ce que vous voyez? Donc il a pris l'exemple des toilettes. Est-ce que vous voyez? Donc voici donc que ces penseurs-là vont essayer de donner à la poésie ses lettres de noblesse, mais il dit que le mot en poésie doit être orienté vers ce qu'on appelle une dimension esthétique. Mais quand les romantiques ont dit qu'ils vont remonter l'art du Montparnasse, le tour Montparnasse dans la mythologie grecque, c'est là où vit Zeus, le dieu de la mythologie grecque, et c'est ça qu'on appelle l'Olympe. Maintenant, eux, ils vont dire qu'ils vont redescendre l'art de ça, pour montrer aux romantiques que c'est leurs opposants, parce que pour eux, tout écrivain qui s'estime être un écrivain et qui chante ses sentiments, voici un écrivain qui n'a pas d'inspiration. Est-ce que vous voyez? Donc eux, ils vont prôner l'art pour l'art, l'art pour la beauté. C'est pourquoi Gautier propose à ce que l'art, tout art doit griser, doit séduire. Est-ce que vous voyez? Maintenant, à la fin de ce siècle, d'autres écrivains qui étaient dans ce courant-là, je veux nommer Charles Baudelaire, je veux nommer Lautréamont, je veux nommer Paul Verlaine, je veux nommer et bien tant d'autres, ils vont sortir de ce courant-là parce qu'ils se sont dit que mais l'art pouvait avoir une autre fonction que la beauté. Et cette fonction, c'est la fonction mystique. Et cette fonction mystique va donner à quoi? Naissance à quoi? À un courant qu'on appelle le symbolisme. Et c'est pourquoi, je rappelle aux apprenants, que Baudelaire a été d'abord adepte du Parnasse, mais à la fin, c'est lui qui va sortir et va créer le symbolisme et va devenir le chef de file. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est lui, quand il était parnassien, il avait dit que la moralité d'une œuvre d'art, c'est sa beauté. Il dit que si l'œuvre d'art doit avoir une moralité, doit donner une moralité, c'est la beauté. Donc pour eux, donc les parnassiens, l'art ne doit pas être un moyen de connaissance. L'art ne doit pas être un moyen pour donner des leçons de morale. L'art ne doit pas être utile pour les problèmes de la société, mais l'art doit rester lui-même l'art pour l'art. Maintenant, c'est là que Baudelaire va sortir avec Lautréamont, avec Paul Verlaine, avec Arthur Rimbaud pour créer ce qu'on appelle le symbolisme. Maintenant, quelle œuvre peut-on considérer comme manifeste de ce courant? Voilà, maintenant, on peut, je vous ai parlé de Émo et Camé. Maintenant, mais aussi il y a aussi l'œuvre de Jean-Marie Gustave, José Maria de Heredia, Les Conquérants. C'est un poème qui lance quand même les jalons de comme un vol de Gerfaut, hors du charnier natal, fatigué de porter leur misère hautaine, de Palos, de Moguer, routiers et capitaines partétives d'un rêve héroïque et brutal. Donc ici, on revoit ce poème-là. C'est un poème qui chante peut-être la nature et sa beauté. Donc là, le fait d'aller en haute mer, de prendre des bateaux, de voir les oiseaux qui passent en dessous des bateaux, la mer, etc. Donc c'est ce qui fait quoi? C'est ce qui fait que donc donc l'art des Parnassiens devait être tourné exclusivement vers la beauté. Maintenant, pour les symbolistes, Baudelaire d'abord, ils étaient considérés comme les poètes maudits. Pourquoi?
Parce que d'abord, on les a crus, on les a pris comme étant des rêveurs, des fous, parce que leur philosophie qu'ils avaient de l'art était une philosophie qui dépassait l'existence. Je m'explique. Parce qu'ils disent que sur cette terre-là, il y a ce qu'on appelle des symboles, des correspondances que l'homme ne voit pas et ne sent pas. Et c'est là que Baudelaire va l'expliquer dans son poème Correspondance. Il dit que la nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir des paroles confuses et l'homme y passe à travers des forêts de symboles et ne l'entend pas. Donc il dit que donc, cette nature-là est correspondance. Cette nature nous parle, mais nous ne l'entendons pas. Donc il dit que donc, derrière, donc la vraie vérité des choses est cachée derrière les symboles. Et c'est là qui a amené le symbolisme. Maintenant, un symbole c'est quoi? C'est un objet qui est là, qu'on ne peut voir. Et pour voir l'objet, il faut savoir aller au-delà de cette vie-là. C'est pourquoi donc Rimbaud disait, sous le monde réel, il existe un monde idéal. Et ce monde idéal, c'est quoi? Qu'est-ce qui t'amène là-bas? Il dit qu'à travers la poésie, à travers l'évocation du mot que nous donnons à la poésie, on peut aller revisiter ce monde-là. C'est pourquoi Baudelaire invite à tout un chacun à ce voyage-là dans son poème Invitation au voyage. Il dit, mon ami, ma sœur, songe à la douceur d'aller vivre au pays qui te ressemble. Là-bas, tout est luxe, calme et volupté, tout n'est que ordre et beauté. Pour dire quoi? Pour dire que donc ils avaient envie de proposer à l'être humain un autre idéal de vie dans ce monde quelquefois déchu d'hypocrisie, de méchanceté. Il dit que les gens sont mauvais. Maintenant, pourquoi ne pas faire la littérature du rêve à travers le mysticisme, à travers ce qu'on appelle ce voyage-là vers l'autre monde? Et c'est là qu'il va appeler invitation au voyage. Maintenant, mais aussi, le mot chez les symbolistes, il faut le percevoir. Parce que quand Baudelaire dit que moi, j'ai pétri de la boue et j'en ai fait de l'or, c'est une façon de dire quoi? C'est une façon de dire que je suis parti d'un mot comme ça, simple, mais j'ai réussi à transformer le mot pour en faire quelque chose. Je donne un exemple très simple. Il donne un poème intitulé L'Albatros. Il dit souvent pour s'amuser, les hommes prennent des équipages, prennent des albatros, vastes oiseaux des mers, indolents voyageurs. Et il dit, plus tard en bas, il dit, le poète est semblable au prince des nuées. Exilé sur cette terre au milieu des huées, ses ailes de géant l'empêchent de marcher. Maintenant, quand on vous parle d'albatros, la première conception que tu as, c'est un oiseau. C'est un grand oiseau qui vole. Il y a beaucoup de métaphores, Martin. Très bien, il y a beaucoup de métaphores. Parce que quand il dit l'albatros, déjà, toi, tu vois un oiseau. Mais la figure de l'albatros, c'est quoi? C'est un oiseau qui marche rarement sur terre et qui a de grandes ailes. Pourquoi? Et ses ailes sont tellement lourdes que quand il marche peu, il se remet à voler. C'est une façon de dire quoi? C'est une façon de dire que l'attitude de l'albatros est l'attitude du poète dans sa société. Quelquefois, le poète est tourné en dérision, il est trompé, il est jugé, méprisé dans sa propre société. C'est pourquoi il dit le poète est semblable au prince des nuées. Et le prince des nuées, c'est une périphrase qui veut dire les anges. Pour dire que donc, le poète quelquefois est vu comme un ange sur terre. Si on était là et qu'un ange arrive, mais qu'est-ce qu'on va faire? On va fuir d'un côté parce que nous nous sentons semblables. Mais il dit que quelquefois le poète est comme un ange et qui ne ressemble pas aux autres. On le juge, on le méprise et on le regarde. Et on le juge. Maintenant, il dit que car il est comme un homme exilé sur terre au milieu des hommes. Est-ce que vous voyez? Donc il veut dire que donc l'albatros n'est pas un simple animal que vous voyez, un oiseau, mais derrière l'albatros, moi Baudelaire, je peins quoi? Je peins la figure du poète qui est trompé, jugé, méprisé dans sa société et qui vit mal son époque. Et c'est pourquoi donc, on peut comprendre cette dimension de Baudelaire, parce que je vous ai dit tout à l'heure que c'était des gens qui étaient incompris par la société. C'était des gens que les gens ne comprenaient pas. C'était des poètes qu'on appelait même des poètes maudits. Donc jusqu'à ce que maintenant, ça termine sur ça. Maintenant, donc ce qu'il faut retenir, c'est que ce courant-là, le symbolisme, donc le chef de file, c'était Baudelaire. Et l'œuvre phare, c'est les fleurs du mal. Du mal. Ça dit tout. Les fleurs du mal. Donc ça veut dire quoi? Voilà. Maintenant, il y a un contraste. Quand on dit fleur et mal, donc ça fleurit, c'est beau, mais c'est dans le mal. Donc leur vie était calquée sur quoi? Sur ce qu'on appelle des tromperies,
de l'hypocrisie et ils étaient jugés dans leur propre société. C'est pourquoi donc je vous ai donné tout de suite cette figure de l'albatros qui renvoie à un animal qui ne peut pas marcher sur terre, mais derrière il faut voir que c'est l'image du poète par allégorie qui est mal vue dans sa société, qui vit mal son époque. Maintenant, donc ce siècle donc va connaître donc tous ces courants-là qui, maintenant, où est-ce que les élèves peuvent utiliser le symbolisme? Dans quelle question? Si on vous pose la question de savoir la littérature est un moyen de rêve, ou bien la littérature est rêve, la littérature est évasion, pour utiliser les symbolismes. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru qu'il existe un ailleurs ici sur Terre. Et ils rejoignent un peu l'idée de Platon. Platon qui nous disait dans la philosophie qu'il existe deux mondes, le monde sensible et le monde intelligible. Le monde sensible, c'est le monde concret, palpable que nous vivons. Et le monde intelligible, c'est le monde des idées, c'est le monde de l'abstraction. Maintenant, voici que les symbolistes vont emprunter cette voie-là de cette conception platonique pour dire quoi? Pour dire que sur cette terre-là, il existe un autre monde meilleur que ce monde-ci et ils invitent le lecteur à y aller à travers le rêve et ils vont tout faire pour que les lecteurs se sentent à l'aise parce qu'ils ont vécu mal leur époque. Donc si on regarde bien, donc, ce sont des courants qui se contredisent, mais à chaque fois, ils mettent quelque chose sur la table et les autres vont venir revendiquer ça pour mettre autre chose. C'est ça qui fait la recherche du 19e siècle. Donc voici en synthèse ce qu'on peut dire sur le 19e siècle, donc, en passant du romantisme au réalisme, naturalisme, le parnasse et le symbolisme. Donc beaucoup d'écrivains ont appartenu à plusieurs courants. Je dis aux élèves que quelquefois ça c'est rien. Ça dépend de la philosophie de l'époque, ça dépend des croyances de l'époque, mais aussi ça dépend de comment les gens vivaient aussi l'art. Et j'ai l'habitude de vous dire que la littérature, encore une fois, n'essaie pas de bégayer l'existence. Elle l'invente, elle la provoque et elle la dépasse. Quand est-ce que vous allez me parler d'un philosophe, de grands savants que j'entendais souvent, j'aimais beaucoup quand c'est en classe de première. Paul Éluard, mon ami, ou bien il viendra au XXe siècle? Paul Éluard, c'est un poète surréaliste du XXe siècle. On va parler de Paul Éluard parce qu'on vient de terminer le XIXe siècle. Donc c'est sûr que notre prochaine rencontre, je te demande un peu de patience. On va parler de Paul Éluard, de Louis Aragon, de Robert Desnos, de Guillaume Apollinaire, ce courant-là qui va naître entre les deux guerres et qu'on a appelé le surréalisme. Et pourquoi eux, ils ont eu du mérite? Paul Éluard a eu du mérite. Aragon l'a eu. Pourquoi? Parce que c'est un courant qui a osé faire table rase de toutes les valeurs qui étaient là, influencé par le mouvement Dada, influencé par les symbolistes tels que Rimbaud. Et ce courant-là va lui aussi donner ses lettres de noblesse à travers des manifestes qu'on va appeler le manifeste du surréalisme, dont le rédacteur était André Breton. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Ba. Merci, et voilà, c'est toujours un plaisir de partager. Je vous ai dit que nous n'avons pas la prétention, encore une fois, de faire un cours. C'est juste de rappeler parce que je sais que les collègues ont déjà tout installé chez les apprenants. On ne fait que rappeler. Et comme on dit, la répétition, elle est pédagogique. Nous sommes là pour répéter. Et encore une fois, comme j'ai l'habitude de le dire, la littérature ne bégaye pas l'existence. Elle l'invente, elle la provoque et elle la dépasse. Donc voilà. Merci beaucoup, chers internautes. C'est le moment de dire merci à Kriami qui nous a offert des jus aujourd'hui. Très délicieux, ouais, effectivement. Merci beaucoup à monsieur Ousmane, mon cadreur. Merci beaucoup à Ndiaye, DV. Merci beaucoup à monsieur Touré. Merci beaucoup à Masning et à vous aussi. Donc, nous vous donnons rendez-vous très prochainement. Merci.